Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé durant le confinement mais qui a pour vocation de devenir la plaque tournante de la culture où on parle ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Moi c'est Ugur. Après une longue absence due à une flemme chronique qui a été amplifiée par la reprise du travail, je reviens en force pour être le modérateur de cette émission. Mais attendez, c'est quoi ça? J'entends d'ici les cris de joie de nos éditeurs. On le sait tous, je suis la personne le moins adorée de l'équipe. Mais non. C'est pas vrai. C'est mutuel, je vous aime pas non plus. Donc comme vous avez compris, ici c'est la joie et la bonne humeur. Quoi de mieux pour parler d'un œuvre post-apo? Attendez, on me signale par le régie que nous devons faire une pause pub. On se retrouve tout de suite. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram @LeLosersClub et sur Facebook à la page Le Losers Club. Partagez l'émission si ça vous a plu, ou pas d'ailleurs, et laissez-nous des commentaires, ça fera toujours plaisir. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à Céline pour sa voix très charmante. Donc avec moi aujourd'hui, nous avons le Wilford de l'équipe, la tête pensante du groupe. En effet, je parle de Mika. Ah, j'ai cru que c'était Thierry. Non, désolé Thierry. Non, il y a mieux pour moi. Bah oui. C'est lui qui conduit le train, on est dans la merde, les gars. Nous avons aussi notre ministre Mason qui fait régner l'ordre dans le club. Bonjour mademoiselle Céline. Bonjour. Et en dernier, nous avons le Curtis de l'équipe, le révolutionnaire caché du groupe. En effet, je parle de Thierry. Salut Thierry. Salut. Thierry, un révolutionnaire. Non, mais ça, c'est la plus grande blague que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Bah justement, c'est que je cache bien mon jeu. C'est plutôt toi qui aurais joué le Curtis, hein. Ouais, c'est toi le révolutionnaire. Mais je peux pas me présenter moi-même comme ça, sinon ça va faire la grosse tête. Tu peux toujours te couper le bras si t'as envie. Ok, donc aujourd'hui on va parler de l'écologie. Ah bon? Bah, j'étais pas au courant. On a raté un épisode. Changement de sujet. En effet, lorsque le réchauffement climatique devient un problème important, des pays du monde entier rejettent un produit chimique dans l'atmosphère pour le combattre. Mais le monde commence à se refroidir. Mais il refroidit si rapidement qu'une nouvelle ère glaciaire commence. Presque tous les habitants de la Terre sont morts. Seulement 1000 personnes survivent grâce à un train avec 1001 wagons. Snowpiercer est le nom de ce train qui continue son chemin en parcourant le monde sans s'arrêter. La bande dessinée de 1984 qui raconte son histoire, puis un film de 2013 et une nouvelle série qui commence tout juste à être diffusée. Pour notre discussion, nous allons suivre le timeline de la publication et commencer par la BD d'origine française Le Transpersonnage de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette qui publient leur premier tome en 1984. En fait, j'ai pas compris, c'est 82-84. Peut-être qu'ils ont commencé à écrire en 82 et ils ont publié en 84. Ouais, en fait, ils ont publié dans un magazine en 82 et 83. Et ensuite, il y a eu l'édition compilée en 84. Je vois, make sense. Donc, c'est une franchise qui semble plutôt bien marcher, vu qu'ils ont par la suite publié le tome 2 et 3 en 2000 et les derniers en 2015, 2019 et 2020. Dans le club, nous avons accès en premier tome, je vais pas vous dire comment. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on va commencer par notre Wilford. Vas-y, je t'en prie, Mika. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est moi le Wilford. Franchement, tu peux m'appeler Wilford pendant toute l'émission, je saurais jamais que c'est moi. Parce que j'ai pas le body de Connelly ou le bagou de Ed Harris. La BD, c'est une sorte de road trip ou train trip, où il y a une personne de l'arrière qui va aller à l'avant, en quelque sorte. Alors moi, j'ai plutôt bien aimé cette BD. Le format BD, je trouve que ça se tient bien pour le train, puisque les cases, ce sont comme des mini-wagons que l'on va suivre au fil des pages. Et on voit ainsi les mini-wagons où c'est la déchéance totale de l'humanité, c'est-à-dire avec tous ces vices. Il y a justement une scène, j'ai beaucoup aimé, où ils arrivent dans un wagon où une sorte de culte a lieu sur le train. Le transpersonnage est une sorte de dieu, puisque c'est ce qui permet la survie de l'humanité. Et j'ai bien aimé aussi la fin de la BD, que je ne vais pas trop en dire, mais je trouve que c'est une fin intéressante, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure par rapport au film. Et toi, Céline, qui a aussi fini la BD? Moi, je suis pas d'accord avec Mickaël, surtout. Déjà, je trouve que la BD, elle a très mal vieilli de l'avoir lue aujourd'hui. Franchement, avec mon regard de notre époque et encore plus de féministe, franchement, j'ai grincé des dents, voyant
le traitement des personnages féminins. Déjà, comme tu dis, il y a un personnage de héros masculin, mais aussi il y a une héroïne féminine qui est censée en fait représenter la classe privilégiée et qui est censée sauver notre héros masculin parce qu'il se retrouve détenu. Sauf qu'elle-même, elle se retrouve détenue avec eux, parce que soi-disant, ils sont porteurs d'un virus, du coup, quarantaine. Et bien sûr, un homme et une femme dans un wagon, on sait très bien ce que ça fait ensemble. Au bout de quelques pages, ils sont déjà en train de s'embrasser. Logique. À part ça, son personnage, il a vraiment aucun intérêt. Elle traverse du coup le train avec notre héros. Il y a que genre des blagues sur le fait que les gardiens pourraient bien la violer. On la désigne comme ma jolie ou alors on la désigne comme fille. Dès qu'elle joue justement son rôle des révolutionnaires, on la silence direct. Ah, c'est une bonne représentation justement des combats des femmes, non? Ouais, génial. Ah non, justement, on les chute, parce que justement, c'est une critique. On peut voir ça comme une critique. On l'opprime. Ouais, on l'opprime. Et tous les autres personnages féminins, au final, sont des prostituées. Donc, on repassera à niveau féminisme. Surtout que je trouve que notre héros, en fait, il s'en sort lui tout seul, parce que c'est le seul à se battre, mais physiquement, on va dire. Parce que je trouve qu'il a aucun raisonnement philosophique contrairement à elle. En gros, moi, ce que j'ai vu de la BD, c'est que c'était une vision bien franchouillarde, très paternaliste, post-Seconde Guerre mondiale. Et du coup, j'avais pas du tout à adhérer à cette ambiance un peu militarisée. On sent qu'il y a vraiment une préoccupation de la guerre froide, la peur d'une fin du monde aussi dans son récit. Et du coup, je suis pas d'accord avec Mickaël parce que j'ai pas du tout aimé cette fin. Je la trouve vraiment genre trop pessimiste. Il finit tout seul. Il y a aucune résolution à ça. Après, il doit y avoir sûrement une résolution puisqu'il y a 2 tomes 2 et 3. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une résolution, c'est qu'il prend la place et puis voilà. En fait, la résolution, c'est juste que c'est une boucle et il accepte son sort et il accepte la première classe, comme si c'était sa destinée. Bah oui. Et toi, ça te satisfait? Bah oui, parce que c'est justement très philosophique. En fait, c'est, je pense, une thématique qui revient souvent dans les œuvres, que ça soit la série ou dans le film. C'est juste le train fait une révolution de la Terre, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur du train, c'est-à-dire ceux qui sont à l'arrière vont aller vers l'avant, et c'est pourquoi j'aime bien le mot révolution, qui n'a pas que le sens de la révolution humaine, mais aussi géométrique. Une révolution, c'est un tour. Oui, c'est pourquoi j'ai dit géométrique. C'est double jeu de mots. Et Thierry, t'as pu aussi le lire ou... Oui, moi je l'ai acheté. Donc moi je peux dire comment je me la suis procuré. Je vois. Bah en fait moi aussi j'ai été choqué par le traitement des femmes en réalité, comme Céline. Ça m'a sauté aux yeux, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas exploitées, que la seule femme qui est représentée, pour moi elle a pas d'utilité. Et elle est pas développée. Et je suis d'accord avec toi, en fait, il y a que la force qui compte, qui m'a pas choqué à la lecture, mais en fait, quand tu en parles, je me dis, c'est vrai, c'est un peu vain, en fait. Et ils ont jamais réfléchi, ils se sont juste donné des grosses patates à tout le monde pour avancer dans le train. Bon, je comprends pas trop. Après, moi, j'ai trouvé que c'était pas si facile à lire, quoi lire en premier, et c'est un truc qui m'a énormément dérangé. Et même à l'intérieur des cases, j'ai trouvé que c'était pas toujours très clair, l'action, où il y a des fois des bulles qui s'entrecroisent entre les personnages. Moi, j'ai vraiment eu du mal à lire. J'ai aimé la manière dont c'est écrit quand même et savoir que c'était publié mensuellement. Ça se voit et ça se ressent. Même si du coup il y a beaucoup de choses qui vont très vite, parce que 1001 wagons, il le fait en 100 pages. J'ai aimé que les informations sur le contexte du transpersonnage, elles sont disséminées au fur et à mesure du trajet, et c'est pas comme dans les adaptations où on te dit tout de suite bon bah en fait on est dans le futur et voici ce qui s'est passé. Là on essaie de comprendre, et d'ailleurs c'est différent des adaptations. Là c'est la 3e guerre mondiale qui plane et je trouvais ça intéressant. Finalement il y a quand même le côté très attrayant de l'homme qui traverse, c'est vraiment unilatéral, il va de l'arrière à l'avant, il va essayer de savoir ce qui se passe, et comme je l'ai dit, bah après la fin, je l'ai quand même apprécié. Je trouvais que ça finissait bien. Moi, je rejoins Thierry sur les critiques concernant le format BD, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup du mal à accrocher à cause des critiques que tu as fait. Surtout, il y avait des situations résolues en un tour de case, des explications et des résignations des personnages en l'espace d'une bulle. Ça va beaucoup trop vite et avec très peu d'explications, alors qu'on souhaite plus découvrir le train. Et je trouve dommage d'être parti aussi vite avec une très bonne idée. Et j'ai beaucoup apprécié l'histoire, mais je trouve dommage quand même l'emploi du blanc et noir pour les dessins, car la couleur joue un rôle très important dans les adaptations. Ça pouvait être aussi important pour la BD et accentuer les différences. Mais quand même, j'ai été très fasciné par la créativité pour cette époque, quand on sait qu'il y a toujours des dirigeants qui insistent pour ne pas croire à notre triste réalité écologique. Make ecology great again. C'est ça. Mais j'avais pas fait super attention au traitement de la femme, parce que quand même c'est une femme qui milite pour
le droit des queutards, les gens qui sont en queue de train, alors que normalement à cette époque les femmes se battent pour leurs propres droits. Donc en vrai ça m'avait pas choqué ce traitement de la femme. Bah, c'est juste que son combat il est vite vain. Elle sert plus de sidekick en réalité. Ça aurait pu être elle-même l'héroïne qui traverse le train pour son combat, comme tu dis. Mais en gros, elle se retrouve avec un mec. En plus, elle en tombe amoureuse. Alors, elle pense qu'à lui, elle fait tout selon lui. Enfin, bref, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Et j'avoue que la relation amoureuse, romantique, ça tombe un peu à plat. C'est un peu chelou. Elle sort de nulle part. T'as plus de cheveux, allez, on baise, boum. Oui, voilà. mais Elle est pas crédible. ça c'est encore un Ouais. problème de partir très vite. Peut-être que s'ils auraient pris leur temps, ils auraient pu développer une histoire d'amour. Après, c'est peu peut-être plus comme dans sophistiqué. l'avion, hein, le train, la pressurisation, au-delà, les émotions sont décuplées. Mais oui. Je te rejoins sur ce point-là, Mika. Après, c'est une bonne chose, cette histoire d'organisation qui aide. Ça aide à rendre le truc moins manichéen, je trouve. En gros, même à l'avant, il y a quand même des gens qui œuvrent pour les gens de derrière. Alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans la suite. Après, ouais. Et pourtant, ce que je reproche aussi de la BD, c'est qu'on voit pas non plus la diversité des classes. En fait, on voit juste les contrastes des classes sans pour autant avoir un discours derrière ou une véritable réflexion. C'est ça. C'est encore une fois le problème d'aller très vite, comme Thierry a dit, en 100 pages. Tu peux pas vraiment parler de tout. Et c'est vraiment dommage. Et j'espère que par la suite, dans les autres BD, ils ont pris plus de temps de développer les différentes classes et wagons pour mieux montrer la différence entre les classes. Et je pense aussi que en fait on a des attentes parce qu'on a quasiment tous vu le film en premier. Oui. Donc, en fait ce que t'attends de la BD c'est ce que t'as déjà vu. C'est vrai. Et si t'avais découvert la BD t'avais peut-être moins ces attentes là. Je suis d'accord avec toi. Du coup, si les auditeurs peuvent nous dire un peu plus sur les tomes 2 et 3, ils ont qu'à commenter, quoi. Bah moi je sais que ça se passe plus du tout dans le Snowpiercer, ça se passe dans un autre train. Donc rien à voir quoi. Ok, intéressant. Ouais, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser sur Facebook. Je souhaite continuer avec le film américano-sud-coréen, sorti en 2013. Celui-ci est réalisé par le célèbre réalisateur oscarisé Bong Joon-ho, notamment connu grâce au film Parasite. Cette version se déroule 17 ans après le départ du train et raconte l'histoire d'une révolte des passagers cloîtrés en queue de train, aussi appelée sous l'appellation de queutard dans la BD. J'aime bien le queutard. Il met en scène l'acteur américain Chris Evans, notamment connu pour son rôle de Captain America dans les Marvel. Le film semble prendre inspiration du train du BD, mais vient avec une autre histoire et met en avant la lutte des classes comme thématique principale. Comment le Losers Club a accueilli ce film ? Avez-vous apprécié le train version Bong Joon-ho ? On peut encore une fois commencer par notre Wilford. Oh non, mais... On va pas commencer tout le temps par moi. Allons avec Curtis dans ce cas-là, vu que c'est le personnage, le héros du film. C'est moi Curtis. Oui, c'est ça. Ok. C'est vrai, je ressemble à Chris Evans, merci. Je t'en prie. De loin dans le noir. Non, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire sur Snowpiercer, parce que le film est très riche. Et moi, je l'ai vu du coup à sa sortie en fin 2013. Et pour moi, il s'inscrit dans mes premières découvertes du cinéma coréen. À cause de ça, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film. J'ai regardé un peu, j'avais vu Old Boy quelques mois avant. J'ai vu que 2 jours après, je regardais Thirst, donc les 2 films de Park Chan-wook. Et en fait, tous ces films, quand je les vois en 2013, j'ai du mal à cause de la culture coréenne et à rentrer dedans. Pour le moment, c'était plutôt un souvenir assez nébuleux. Même si j'avais vu The Host plein de fois, pour moi, c'était plus un film de monstre et c'était moins un film que tu allais analyser. Peut-être à tort. Bref, du coup je l'ai revu par bonheur au cinéma. En fait, j'avais oublié à quel point ça prenait son temps au début de montrer le ghetto des pauvres pendant 30 minutes. Vraiment de nous faire rentrer en empathie avec tous ces personnages, et il y en a au moins 5, 6, ce qui est très différent d'un héros unique.
comme était dans la BD. Et je trouve que ça, c'est aussi très malin dans l'écriture. Par exemple, quand au bout de 30 minutes, Curtis voit des fenêtres et qu'il est aveuglé par la lumière, bah, nous aussi, on est aveuglés, parce que ça faisait aussi 30 minutes qu'on était dans le noir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très malines dans l'écriture. Il y a cette arrivée de Tilda Swinton, toute colorée, et même une autre femme avant qui était aussi colorée, qui est forcément incroyable. Et même en 2013, moi, c'est une des premières fois que je voyais Tilda Swinton, donc c'était déjà super surprenant. Maintenant, on l'adore et on la connaît bien. Le fait que ce soit une production internationale, donc quand même adaptée de quelque chose de français, avec des Américains, des Coréens et un petit crew tchèque, de ce que j'ai compris, ça fait un gros melting pot en fait d'idées, et on sent bien le décalage coréen. Maintenant que je suis plus aguerri au cinéma coréen, je le ressens bien et je vois où est-ce qu'il est. Et là, vraiment, je l'ai vraiment trouvé collé au personnage de Song Kang-ho, qui est le technicien qui va les aider à ouvrir les portes et qui le délivre d'une prison. Et au lieu de parler avec eux, il va fumer une cigarette pendant ce qui nous semble 1 minute. Et là, on voit le décalage et on se dit, voilà, là, il a décidé de prendre cet acteur coréen. Il a dit, mon cinéma coréen, je vais le mettre chez lui. Bref, après, voilà, la lutte des classes, éternel sujet de Bong Joon-ho, maintenant qu'on a vu encore plus de lui, et surtout Parasite. La scène finale qui rejoint un peu la scène de la BD, que j'ai trouvé très cynique, vous me donnerez votre avis. En tout cas, pas dans sa finalité, parce qu'il y a une touche d'espoir, mais dans la première direction dans laquelle elle allait, je l'ai trouvé très cynique, surtout sur le côté lutte des classes. Et puis voilà, il y a plein de choses à dire, mais je vais vous laisser la parole. Bah moi je dirais, là pour revenir sur la fin, parce que moi j'ai détesté cette fin en fait. Moi j'ai vu 2 fois le film et c'est vrai que la deuxième fois j'ai plus apprécié aussi. Mais du coup cette fin me pose problème puisque c'est une fin un peu à la Christopher Nolan. Tout était prévu, tout. Je déteste ça. J'avais oublié cette fin et quand je l'ai revue ça m'a ressoulé parce que je trouve que c'est inutile. Le train est une vraie boucle. Voilà. La tête touche la queue. Et oui. Bon, cette phrase, elle était pas mal quand même. Mais ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que pour le coup, la fin de la BD, je l'ai trouvé beaucoup plus pessimiste et ils se rejoignent. Mais j'ai préféré la fin de la BD. Il n'y avait pas ce truc de comploteur ou des trucs comme ça. Ça m'avait déçu du film. Par contre, Bong Joon-ho, c'est le maître du fusil de Tchekhov. Franchement, le fusil de Tchekhov, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans une pièce de théâtre, par exemple, quand il y a un fusil dans la pièce de théâtre, il y a toujours quelqu'un qui va utiliser ce fusil pour tirer une balle. Et donc là, il y a tout le temps ça. Chaque geste, chaque plan de caméra dans ce film, dans Snowpiercer, c'est un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire qu'on va revenir sur ce petit geste, sur ce petit détail. C'est par exemple les allumettes. Au bout d'un moment, le personnage de Kang Ho-sung va griller une allumette pour allumer ses cigarettes. Il en a 3 allumettes et ces 3 allumettes vont servir à 3 moments importants du film. Et en fait il fait ça tout le long, et dans Parasite c'était la même chose, et ça démontre le talent de Bong Joon-ho. Franchement Oscar totalement mérité. Mais du coup ce film, il y a des moments que j'aime beaucoup, justement avec Tilda Swinton, le casting est assez extraordinaire. Mais je trouve que la fin gâche un peu le tout pour finir un peu en queue de poisson, et je trouve ça un peu dommage. Juste avant de donner la parole à Céline, je voulais te dire 2-3 trucs à propos du fin. Moi personnellement j'ai beaucoup apprécié la fin parce que je trouve que c'est très bien. T'as aimé réalisé. Interstellar toi? Oui, j'aime bien Christopher Nolan d'une manière générale, mais le truc que j'ai adoré à la fin, c'est que pendant tout le film, ou même dans le monde d'une manière générale, quand on parle des classes, dans le train, c'est soit aller vers l'arrière, soit aller vers l'avant. Et que vraiment, à la fin, tu peux sortir du train. Et en fait, pour moi, c'était plus un peu métaphorique. C'est-à-dire, certes, on est imposé de rester dans un train, mais on peut se permettre de réfléchir, d'aller en dehors du train, tu vois. Et c'est ça que j'avais beaucoup apprécié dans la fin et que j'ai trouvé très bien réalisé et très bien écrit. Mais trop d'espoir. Moi, je veux qu'ils meurent tous. Et toi, Céline, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il faut qu'ils meurent tous ou... Moi, je vais pas commencer par la fin. Vas-y, je t'en prie. J'ai pas envie de suivre le chemin qu'on me guide, justement. My body, my rules. C'est cette mentalité qu'il nous faut. Non, juste, alors je reviens plutôt en arrière. En effet, j'ai commencé par le film, donc c'était la première version que j'ai eue, et on va dire que moi, c'était la plus... c'est à mes yeux la plus originale, en fait.
parce que c'est peut-être la BD qui est à l'origine de l'histoire, mais pour moi, c'est le récit qui a le plus de signification à mes yeux. Et de l'avoir revu, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'aime pas juste l'histoire, mais aussi surtout la réalisation de Bong Joon-ho. Mais le problème, c'est que même si c'était un film coréen de base, j'avais trouvé que c'était vachement américanisé. Juste le fait, en fait, qu'il ait pris Chris Evans, qui représente vraiment ce héros classique, beau, fort, intelligent, en plus avec un lourd secret, et puis il veut se sacrifier, sauver tout le monde. Bref, c'était vraiment le cow-boy. Et ça avait rien à voir au final avec le personnage masculin de la BD, mais tant mieux, on va dire. Hein. Heureusement, il y a tout le reste du casting en fait qui sauve cette américanisation, et comme tu as dit Thierry, on se fait surprendre par l'apparition de son acteur fétiche. Et ça, justement, j'ai beaucoup aimé cet effort-là. Et même dans les figurants, en fait, tu vois qu'il y a des passagers qui sont pas blancs, ou il y a toutes les diversités, et c'est ça que je trouvais intéressant. Alors j'ai surtout aimé, comme a dit Mickaël, même Thierry, je crois. Oui. Comme vous avez dit, Tilda Swinton. Enfin, pour moi, c'était mon personnage fétiche. Et heureusement, on va dire qu'ils ont repris son personnage dans la série, parce qu'il n'y a que ça qui sauve la série, hein, faut le dire. Mais Tilda Swinton, franchement, je l'ai adorée, surtout avec son discours du désordre. Je pourrais vous l'imiter. Know your place. Keep your place. Be a shoe. I am a hat. Ce genre de discours, en fait, ce genre de dialogue ou ces moments-là, ça faisait très humoristique, mais vraiment cynique. Et ça, je crois aussi que c'était une touche assez coréenne, parce que comme tu disais Thierry, quand tu connais un peu plus la culture coréenne, ils ont un humour grinçant qui est vachement dans l'humour noir, et ou dans les détails. Parce que pareil, Tilda Swinton, tu vois qu'à un moment, elle a cette mimique avec son bras d'aller en avant et en arrière. Et en fait, c'est un geste qui se répète, mais plus tard dans le film. Et du coup, c'est les petits... Un fusil de Chekhov. Voilà. Ou l'allumette, comme tu avais donné l'exemple. Enfin, c'est ces petits détails en fait, qui rendent le spectateur très actif. Et c'est ça que moi, j'ai aimé dans son cinéma. Donc, en fait, c'était la réalisation du film en lui-même que j'avais aimé, en dehors même du fait que ça soit une adaptation, quoi. Et si je peux me permettre, sur le discours qui est fabuleux de Tilda Swinton, il faut quand même rappeler que c'est pendant qu'il passe le bras d'un prisonnier à travers le train, quoi, pour le glacer. Donc c'est quand même encore un décalage totalement improbable. Mais c'est vrai que le fait qu'en plus ce discours-là qui nous fait rire se fait pendant une scène de torture. Ce décalage, et surtout qu'il y a des zooms sur la tête du mec qui surjoue totalement, qui est là, qui est totalement... Il surjoue. Moi je veux bien t'y voir, hein. On verra si tu pleures ta mère, Mickaël. Hein. Non mais c'est extraordinaire. Ce dialogue mérite d'être vu tellement de fois, tellement il est parfait de bout en bout, la dynamique, les coupures, les silences... oh merde, on a encore 5 minutes, il faut appeler Wilford. Oh merde, ça marche pas. Tant pis, qu'est-ce qu'on fait? Et pour finir du coup sur la réalisation en général, j'avais aussi aimé qu'il utilise tout l'aspect communautaire en fait des queutards. Parce que tu vois qu'au final, Chris Evans, c'est pas juste le héros, enfin Curtis, son personnage, c'est pas le seul héros, qu'il a besoin en gros de toute sa team derrière lui pour l'aider à avancer dans le train. D'ailleurs, petite parenthèse, l'acteur qui joue le muet et en gros qui sert juste de Monsieur Muscle. Luc Pascalino. Merci. Et ben c'était un de mes acteurs préférés quand je regardais la série Skins, et du coup j'étais bien contente de le revoir là-dedans. Là. Voilà. Moi, j'ai râlé pendant tout le film. Mais j'ai bien aimé une scène où justement il y a le gros balèze et là il y a une sorte d'allée exprès pour leurs combattants, et ça, j'ai beaucoup aimé cette scène un peu étrange, c'est-à-dire que là on est dans un train et d'un coup ça se transforme un peu comme dans ces scènes dans Le Seigneur des Anneaux où quand il y a l'orque qui arrive avec la flamme pour détruire le gaufre de Helm, et ben là il y avait la même chose, justement d'utiliser le train en tant qu'objet cinématographique, puisque on voit le défilé en fait, les travelling et tout ça qui sont essentiels. Si tu fais un film dans un train, tu fais des travelling, ça paraît plutôt logique. Et du coup c'était bien aussi qu'il y ait des scènes de combat. Moi, ce que j'avais trouvé, ça faisait très jeu vidéo de plateforme où t'affrontes un ennemi à chaque wagon un petit peu, tu vois. Et à chaque fois, il y a une difficulté en plus, genre ils sont dans le noir ou genre ils ont des haches. Parce qu'au début, ils avaient juste des guns, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas chargés. Après, j'avais aimé aussi Et puis jusqu'à l'arrivée dans les classes, parce qu'on l'avait pas vu ça dans la BD originale réellement.
ces compartiments tous différents où tu passes d'un restaurant à une boîte de nuit. Enfin, en fait, c'était un truc que je crois qui était unique, enfin qu'ils ont montré plus dans le film, après qu'ils ont développé aussi dans la série. Et même le personnage de Wilford, tu le vois pas dans la BD, quoi. Bah, il n'y a pas en fait. Ouais, j'ai cru que c'était un truc plus original. En fait, je m'attendais à ça, tu vois, dans la BD, qui ait plus d'explications sur les origines du train. Mais il y a quand même un mec, il y a quand même un mec qui conduit le train dans la BD qui justement est enfermé dans une pièce spéciale. Donc il y a quand même une sorte de Wilford. Qui n'a pas un culte. Du coup, le culte va envers la machine. C'est vrai. C'est qu'il y a un vrai culte de Wilford en mode comme si c'était un messie ou plus un Big Brother, tu vois, un mec omnipotent. C'est comme cette scène aussi dans la scène de classe qui, du coup, en hommage à Wilford, qui est avec les enfants et Alison Peel, qui est incroyable. Moi, j'ai éclaté de rire au cinéma. C'est vrai que ça fait assez Big Brother, mais je pense que c'est le but recherché. Et ça fait un peu comme Walt Disney, tu sais, le gars adoré par des enfants et un peu le côté religieux que c'est super intéressant de voir. Mais après, encore une fois, c'est un film qui a, je trouve, tellement mieux conceptualisé le train qu'il a dépassé l'ordre original. Ça fait un peu comme des films comme Shining où l'adaptation est tellement meilleure que le film devient la référence par rapport au lieu du livre, et je trouve que c'est un peu aussi le cas dans Snowpiercer. C'est vraiment ce film-là qui a un peu défini le concept du train et la lutte des classes, et je trouve que c'était une très belle réussite. Maintenant, revenons à la série de cette année qui reprend la thématique de Snowpiercer. La série est réalisée par Graham Manson, le créateur de Orphan Black. Les personnages principaux sont interprétés par David Dix et Jennifer Connelly. Perso, je ne connais aucun des trois noms. Je remercie Mika d'avoir pris les notes pour moi. Comme j'ai dit précédemment, c'est notre Wilford de l'équipe. Ou c'est Céline qui a. C'est moi, mais c'est pas grave. C'est moi le Wilford caché parce que je suis Jennifer Connelly en fait, tu vois. Et la femme de dictateur. Pas mal. Donc la série se passe 7 ans après le départ du train. C'est un mix entre la BD et le film. En effet, on retrouve des passages tirés de la BD comme par exemple le suicide d'un vieux durant son anniversaire. Mais aussi d'un aspect plus esthétique, on retrouve des décors inspirés du film. Mais au final, ça donne pas grand-chose. Qui pense avoir apprécié la série et comment vous la classerez-vous par rapport au film ? Alors là, rien à voir, je vais être méchant, mais ça va me faire du bien. Parce que là, on a l'espoir du film. Le film à la fin a de l'espoir. La BD, elle a le manque d'espoir, et là on a la redondance. C'est-à-dire que cette série, c'est une redondance pas possible. J'ai vu que 6 épisodes et je n'irai pas plus loin. J'ai même pas pu finir le 7e épisode que j'avais commencé parce que c'est toujours la même chose. C'est scène de cul, scène de meurtre, scène gore. Et ça, c'est souvent dans les premières minutes du film, et après c'est plein de dialogues et on en a concrètement rien à foutre. C'est un goulbli-goulba. J'aurais pas dû le marquer. J'arrive même pas à le dire tellement c'est n'importe quoi. C'est nullissime. Je sais pas comment ça a réussi à faire la une de Netflix ou autre, parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans cette série. C'est un film mais tiré en longueur, c'est-à-dire que là, Snowpiercer, le film avait tous les éléments. Ici, on a tous les éléments mais en répétition, c'est-à-dire qu'on va remontrer les mêmes choses. Et franchement, c'est horrible à regarder, c'est chiant, il se passe rien. Franchement, il y a que Jennifer Connelly qui, encore, parce que j'aime bien Jennifer Connelly, j'ai un faible pour les femmes fatales. Voilà, bon, ça marche. Mais par contre, David Diggs, mais il aurait dû rester chez Hamilton, parce que dès qu'il pousse pas la chansonnette, c'est pas possible. Moi, je trouve que son jeu d'acteur n'est pas possible concrètement. Et on passera, alors, Céline, toi, tu l'aimes bien, celle qui remplace Tilda Swinton, qui ne sert que dans un épisode à crier « Order! Order! Order !» Voilà, c'est nul à chier, ne regardez pas ça. Franchement, c'est horrible. Je comprends pas la hype autour de ça. Je suis tellement énervé que je vais arrêter de parler. Merci. Ouais, elle a fait un pseudo-discours au début à la Tilda Swinton, mais tu sens que même elle sait qu'elle passe après Tilda Swinton, et même les réalisateurs, ils savent, ils se disent « Bon, allez, faites ton mieux. Essaye d'imiter. Ça sera moins bien. » Et toi, Céline, qu'est-ce que t'en penses ? T'es de même avis que Mika, ou t'as apprécié un peu plus, un peu moins ? Alors non, mais moi j'ai eu l'intelligence de me dire cette série est nulle, et j'ai arrêté au bout du premier épisode en réalité. J'ai écouté de fond en voyant
en voyant Michael râler, donc j'ai très bien compris. Quand il y avait des gémissements, on va dire toutes les 5 minutes, je fais « Ah, une nouvelle scène de cul ou une scène de torture ?» Parce que des fois, tu peux confondre les deux juste avec le son, tu vois. Ça fait un bon jeu. Voilà, si vous voulez boire des shots et regarder la série, c'est pas mal. Concrètement, ce que j'ai pas compris de la série, c'est que le film, c'était 17 ans après le départ du train, on va dire. Et là, c'était censé être 7 ans après le départ du train, mais c'est pas du tout un préquel. Moi, en fait, je m'attendais vraiment à une connexion, à un lien, mais là, il y avait vraiment aucun lien entre les deux. Donc, c'était une inspiration du film, donc une adaptation d'une adaptation, puisque c'est déjà une adaptation à la base. Enfin, à la limite, ils auraient peut-être essayé de faire... Non, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais en tout cas, dans tous les cas, ça n'a pas marché. Comme tu disais, moi, ce qui m'a juste fait regarder ou écouter, je sais pas comment on peut attribuer ça, mais c'était l'acteur qui jouait Lafayette dans Hamilton. Genre, je me suis dit, ah bah pourquoi pas et tout. Et Jennifer Connelly, mais voilà, à part le casting, il n'y avait rien d'attrayant du tout à cette série, puisque c'est une pastiche de Crime dans l'Orient Express, mais dans le Snowpiercer. Le mec, l'histoire, en fait, ça tourne autour de l'enquête d'un meurtre auquel j'ai l'impression que tu prédis déjà comment ça va se dérouler. Enfin bref, ils ont changé le background du personnage principal, ce qui est pas forcément mauvais en soi, on va dire, mais ils ont rien trouvé d'original ou de vraiment intéressant à faire en plus. Et comme t'as dit Thierry, franchement ils ont utilisé l'actrice, mais un petit peu par défaut, j'ai l'impression. Elle a essayé de faire une imitation de Tilda Swinton, mais pourtant à part ça, il y a... Encore une fois, c'est de la redondance. Enfin, on se fait bien chier en regardant cette série. Je sais pas pourquoi elle existe en réalité. Et là, par contre, je serais un peu curieuse. Bon, je regarderai pas moi-même, mais je serais curieuse de savoir la fin de cette série, en priant qu'il n'y ait pas de saison 2. Ah, si, c'est fait. Il y a une saison 2 avec Sean Bean déjà déterminé. Et le Losers Club n'en parlera pas. Je suis désolé, je pense. Je sais pas, peut-être. Mais pas moi. Mais en tout cas, niveau série post-apo, ça confirme le fait que j'aime pas ce genre de série. On va dire le seul attrait, enfin, la seule nouveauté du coup qu'ils ont voulu faire, c'est le fait que, en réalité, Will Forte, ça soit Jennifer Connelly. Mais ça, pareil, on s'en doute assez rapidement. Enfin, c'est pas non plus un twist... On le révèle à la fin de la première épisode. Donc mais oui, j'avais même l'impression que c'est même pas sûr de ça en fait. Je sens le revirement à la fin. Dans le trailer, tu la vois conduire. Alors, direct justement, je me suis dit, ça serait marrant que Will Forte, en fait, ça soit une femme. Mais à part que ça soit une femme, il y a rien de génial. Et encore une fois, je pense qu'elle aurait pu être elle-même le personnage principal, mais elle l'est déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait pu être juste elle l'héroïne. Vas-y Thierry, fais-toi plaisir. Pour moi, comme les autres, c'est le niveau 0 de la série américaine. En fait, c'est le niveau 0 parce qu'on est en 2020 et qu'on a déjà vu ça des centaines de fois et que le train, c'est juste de la poudre aux yeux. On n'est pas du tout dans un train, en fait. Tu prends n'importe quel plan de la série, tu sais pas que t'es dans un train, il n'y a pas d'utilisation du train, à part de temps en temps pour te rappeler que t'es dans un train. Oh là là, une avalanche, mince. Chouchou. Mais sinon, c'est juste la même chose qu'on a déjà vu 100 fois et ils ont utilisé un univers qui avait énormément de potentiel, mais qui apporte rien, du coup. Et en fait, on le savait dès le premier épisode. Moi, j'ai continué, j'en ai vu 5, mais je sais pas pourquoi. En fait, dès le premier, et le premier est super intéressant à analyser, l'épisode. Déjà, j'ai pas cru une seconde au concept. Ils vont en queue pour chercher un enquêteur. Alors, moi, je comprends pas. Tu peux chercher un violoniste, un chirurgien, parce que vraiment, tu peux pas t'en passer, mais un enquêteur, tu résous ton enquête tout seul. T'as pas besoin de lécher les pieds d'un mec qui est en queue pour qu'il résolve une enquête. Je comprends pas. Donc ça veut dire que déjà il va avancer contre son gré, si on le force à avancer, ce qui est du coup différent de d'habitude où il fait une révolte et il avance. Donc déjà ça marche pas. Après, en 10 minutes, Surtout qu'il inhibe la révolte qui est en cours. Mais du coup, il quitte cette révolte, et du coup, quand cette révolte va avoir lieu à la fin de l'épisode, il est pas dedans. Du coup, ça nous aide pas à nous dire, lui, c'est un révolté. Non, il vient pour dire, arrêtez la révolte, j'ai un plan. Du coup, c'est plus un révolté, c'est juste un mec qui a l'air d'avoir sympathisé, enfin, on sait pas trop.
Et puis, bon, déjà en 10 minutes, tu arrives un wagon de riche avec Jennifer Connelly. Donc là, tu comprends que ça va être une alternance de scènes et de personnages et qu'il n'y aura pas du tout ce sens, encore une fois, d'aller de l'arrière vers l'avant. On va faire des allers-retours tout le temps. Et comme vous l'avez dit, on voit la locomotive à la fin du premier épisode. Ce qui est quand même censé être un but final, de se dire qui y a-t-il à l'avant. Là, on le voit en 45 minutes. En bref, tout ça pour dire que le premier épisode est suffisant pour comprendre que ça a aucun intérêt. Voilà. Après, il y a quelques bonnes scènes, mais en fait, c'est souvent des scènes qui sont tirées de la BD, comme le suicide du vieux, qui est en réalité une bonne scène. Et il y a des scènes qui sont reprises et qui sont ratées, comme on en parlait, justement, le bras à travers le train. Ça dure 15 secondes, alors que comme on l'a dit juste avant, dans le film ça dure 7 minutes, et là t'as un discours de Tilda Swinton par-dessus, et là tu ressens la tension, et tu ressens quelque chose. Là tu ressens rien, c'est 30 secondes et t'as déjà oublié. C'est juste pour te montrer que c'est cruel, mais t'as déjà oublié. Je pense aussi que c'était juste une scène de torture, une scène gore, genre pour le plaisir des yeux. Ouais, aucune empathie en plus envers les personnages. Hein. Franchement, j'en ai rien à foutre qui on leur coupe les bras, les jambes. Perso, j'ai pas grand chose à dire non plus. J'ai vu que les 3 premiers épisodes et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas grand chose à voir. Et c'est surjoué. Surtout comme tu dis, normalement, quand ils sortent de la queue et qu'ils découvrent la lumière, etc., c'est tellement surjoué par le. Comment il s'appelait déjà David Diggs. Professeur Layton. Ah non, je rigole. C'est limite gênant et ça met pas dans l'ambiance et on n'arrive pas à accrocher. Et puis encore une fois, ça arrive en 5 minutes. Comme tu dis, 5 minutes. Scène... Ah tiens, la lumière. Oui, ça va tellement vite. Et après, on lui apporte de la bouffe et on dit il y a un crime qui a été commis. Can you help us? Genre, ça va tellement vite et inutilement et. Il n'y a rien à voir. Et le crime est résolu en 3 épisodes. Donc, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps à parler à propos de la série. Et ah non, je peux rajouter une dernière chose. Oui, vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, je ne savais pas que c'était le créateur d'Orphan Black. Et ça explique tout. Parce que je connais pas Orphan Black, personnellement. Orphan Black, c'est déjà vraiment pas... C'était une bonne idée à la base, alors, Orphan Black. Le Snowpiercer, c'est une bonne idée. C'est-à-dire faire une série, peut-être ça aurait été une bonne idée avec des gens compétents. Mais pas avec ce mec. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Orphan Black, c'était déjà pas terrible. Ça a mal fini, on va dire. Mais ça explique tout. Voilà ce que j'ai envie de dire, ça explique tout. Même si Bong Joon-ho est producteur, mais je pense qu'il a dû rien dire parce que franchement, comment il a pu laisser passer ça sous son nez. Oui, il y a Bong Joon-ho et Park Chan-wook en producteur exécutif. Je sais pas je sais pas ce qu'ils font là. Je pense qu'ils se sont dit c'est une franchise à succès, donc même si tu fais de la merde, ça va marcher. C'est vrai, ça a marché parce qu'il y a du monde qui regarde et ils ont la série de la seconde saison qui est prête d'après Mika. Donc je pense que c'est un investissement qui vaut la peine, mais encore une fois, s'ils auraient pu avoir des gens plus compétents, je pense que ça aurait pu avoir un meilleur succès et faire continuer la franchise. Moi, ça m'aurait intéressé une version Park Chan-wook. Parce que j'avais imaginé les combats à la Old Boy comme ça en plan large sur Old Boy où il tuait des gens avec un marteau. Il y a un peu cette scène là, mais j'aurais bien vu une version de Park Chan-wook. Ça m'aurait intéressé pour le coup parce que c'est un peu un cinéma très différent quand même de Bong Joon-ho, donc ça aurait pu être marrant, mais surtout il n'y a aucune plateforme qui l'a financé parce que il est disponible sur aucun des plateformes. C'est disponible sur Netflix en France, mais aux États-Unis, c'est une série de TBS, pardon, pas TNT, TBS. Et maintenant qu'on a parlé des 3 œuvres, qu'est-ce qui représente réellement Snowpiercer? Lesquelles des 3 œuvres représentent le mieux la philosophie du train et lequel des 3 conseillerez-vous aux auditeurs? Oui, Céline? Moi, au début, j'allais dire la BD, mais en fait, quand j'ai revu le film, je me suis dit, en fait, c'est vachement bien. Et je pense que j'étais peut-être une certaine haine où j'avais pas tout compris, peut-être quand j'étais plus jeune, je sais pas. Bon, plus jeune, de mes 13, je dirais que j'étais pas très vieux. Il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans, bon. Mais je pense que j'ai plus apprécié au deuxième visionnage. Peut-être aussi, comme disait Thierry, avec le background culturel coréen qu'on se construit peu à peu en regardant plein d'autres films. En fait, on commence à adorer ce cinéma. C'est vraiment un des cinémas que je me tiens le plus au courant, que j'ai presque envie de tout voir ce qui sort. Et donc là, c'est vrai que peut-être j'avais
mal interprété mon premier visionnage de Snowpiercer et j'ai beaucoup apprécié ce deuxième visionnage. Donc oui, le film reste un film à voir. Et toi, Thierry, lequel tu conseillerais parmi les 3 œuvres ? Bah le film forcément, comme argument je vais juste partir du principe qu'on est dans un train et j'ai envie de sentir qu'on est dans un train et dans la série je suis pas dans un train. Dans la BD c'est un peu flou et vraiment dans le film là tu sens que le train il est puissant mais il est un petit peu fragile, tu sens que les couloirs sont étriqués et t'as pas l'impression d'être dans un truc immense qui te rappelle juste le château de Versailles et tu sais pas pourquoi. En fait, je reviens sur ce que je disais. Je trouve qu'on voyait vraiment un développement dans le film. On va dans le wagon de l'école, du coup on voit un petit peu le matraquage qu'on fait aux enfants sur pourquoi ils sont dans le train, leur origine. En fait, on leur ment, j'ai envie de dire. Et puis tout le culte autour de Wilfrid. Genre, en fait, tu vois que tu passes des... Wilford, pardon. Tu vois tout le culte autour de Wilford et tu vois comment tu passes en fait des enfants qui sont enlevés dans les queues de train aux enfants qui sont complètement brainwashed par leur serial killeuse de professeur. Alison Peel est géniale. Je l'avais adoré dans Devs, mais là en la revoyant, c'est une autre vision en fait qu'on a d'Alison Peel et je me suis dit elle est vraiment géniale quand même. Et puis tu vois aussi du coup comment ces enfants pourri gâtés finissent par être des riches drogués qui dansent dans des substituts de boîtes de nuit. Et puis après tu vois le Wilford, c'est toujours Wilford, c'est pas Wilfrid. Hein. Non, Wilford, il n'a pas changé de nom entre-temps. Et au final tu vois le Wilford complètement blasé de la vie en mode vas-y prends ma place parce que moi j'en ai marre d'être là, la vie de luxure ça me saoule. Je suis d'accord que le film représente vraiment le mieux le train et ça a été vraiment l'œuvre qui va le mieux représenter cette idée de train qui est, comme tu as dit, fragile mais qui est aussi très important pour la survie de l'humanité. Les classes sont très bien représentées comme notre monde avec presque 1000 wagons pour les riches et qu'un seul wagon pour les pauvres. Et c'est l'œuvre qu'il faut vraiment voir pour essayer de comprendre la philosophie du train. Et à votre avis, est-ce que Snowpiercer a su se différencier des autres œuvres post-apo ou quel autre film similaire conseillerez-vous de voir ? Qui souhaite commencer ? Mickaël, tu souhaites donner tes meilleurs films post-apo ou... Alors la question c'est juste d'autres œuvres. Bah, du coup c'est une bonne œuvre post-apo, mais en fait il y en avait pas mal et en fait j'ai choisi moi de parler Le Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón où c'est en fait c'est une succession de plans de séquences. C'est quand même bien foutu comme film où on suit du coup Clive Owen qui doit protéger une femme enceinte puisque l'humanité en fait ne peut plus se reproduire, plus personne ne peut avoir d'enfants et elle est l'unique porteuse, elle est la porteuse du dernier fils de l'homme du coup. Et c'est intéressant comme film pour plein de choses, pour justement ces trucs post-apo un peu de fin de l'humanité, mais aussi pour sa réalisation et on rejoint un peu Snowpiercer dans la réalisation parce que c'est aussi Alfonso Cuarón est un réalisateur exceptionnel et il y a une scène extraordinaire avec une balle de ping-pong avec Julianne Moore et Clive Owen qui se transmettent une balle de ping-pong par la bouche dans une voiture et je pense que c'est une scène extrêmement visuelle et qui se finit en quelque chose d'un peu choquant donc je conseille à tout le monde de voir ce film juste même pour cette scène qui est assez extraordinaire. Et dans les bonus, il y a le making-of de cette scène et j'avais halluciné. C'est un peu mes premiers émois de cinéma et de plan séquence. Je l'ai vu ce film, mais ça m'a pas autant impressionné. C'était cool à voir, mais c'est tout. Il faut le revoir. C'est comme Snowpiercer. Après ta description, j'ai envie de le revoir en effet. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu nous conseilles comme film post-apo ? Donc, c'était en revoyant Snowpiercer qu'il y a d'autres films post-apo qui me sont revenus en tête. Déjà, en fait, par rapport à la fin de Snowpiercer, que j'en ai pas parlé, mais moi je l'avais pas aimé la première fois et la deuxième fois en fait elle m'a juste laissé un goût bizarre. C'est-à-dire que la première fois j'avais trouvé que c'était trop optimiste. Cette vision de il reste en survivant un homme et une femme. T'as l'idée qu'ils vont repeupler la planète à eux deux en fait. Et puis ce plan sur un ours polaire qui les regarde. Et j'avais trouvé ça un peu trop image Disney en mode... En fait,
je sais pas si je sais toujours pas comment interpréter cette image de l'ours polaire. Si c'est un message pour dire bon, on voit que la nature, elle a quand même réussi à reprendre son cours au fur et à mesure, parce que tu vois qu'ils arrivent à sortir du train et qu'ils en meurent pas. Donc c'est que la Terre est vivable, on va dire. Ou alors si cet ours polaire, il représente plutôt en mode les difficultés qu'ils vont avoir à surmonter et le fait qu'il va peut-être les bouffer, hein, finalement, l'ours. Moi, j'ai un commentaire à faire dessus. Je pense que c'était très significatif comme message parce que aujourd'hui, le réchauffement climatique, les premières victimes, ce sont les ours blancs. Et on change tellement leur milieu de vie que finalement, on les extermine et si on les laisse un peu libres dans leur environnement, ils peuvent très bien survivre. Et ça donnait plus un message contre le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça. Et cette fin, qui est très ouverte au final, je trouve que ça m'avait fait du coup penser à la fin de La planète des singes, mais la version de 1968 avec Charlton Heston où il découvre du coup la statue de la liberté. En gros, il a une révélation à ce moment-là. Et du coup, ça m'a aussi fait penser à un autre film où il y a Charlton Heston dedans, qui s'appelle Soleil vert, un film post-apo qui date des années 70, réalisé par Robert Fleischer, et qui à mes yeux m'avait fait du coup penser à Snowpiercer, parce que ça se passe en 2022. Donc la Terre souffre de surpopulation et de crise sanitaire, donc ils peuvent plus produire eux-mêmes leur nourriture. Et c'est une grande entreprise nommée Soylent pour Green Soylent, qui produit de la nourriture en barres, appelé soleil rouge, soleil jaune et soleil vert. Et comme dans Snowpiercer, on voit en fait cette vision des classes, cette opposition entre riches et pauvres, les pauvres dans des bidonvilles qui s'entretuent et où il y a du cannibalisme, et puis au contraire les riches qui vivent dans l'opulence et la luxure et qui n'ont aucune notion en fait de comment vivent les pauvres. Enfin bref. Et dans Snowpiercer, il y a la même scène de révélation où on découvre que leur barre nutritive, en fait, elle est faite de cafards. Et dans Soleil vert aussi, tu as une révélation par rapport à leur nourriture, mais j'ai pas trop envie de spoiler si jamais il y a quelqu'un qui veut revoir ou découvrir ce film. Mais c'était très significatif de moi qu'il y avait une inspiration, je pense, de Soleil vert, parce que c'est quand même un film post-apo très connu. C'est marrant, tu spoil Snowpiercer qui est de 2013, par contre Soleil vert de 1973. Alors là, je vais pas vous spoiler, hein, parce que sûrement tous les gens qui l'ont vu avant sont morts. Bon, alors attention, spoiler, on découvre à la fin que les barres de Soleil vert, leur nourriture, en fait, c'est fait d'êtres humains, voilà. Donc là, c'est pas des cafards, c'est des êtres humains. Et en gros, c'est du cannibalisme industrialisé. Et dans la BD, il parle de souris-os. Bong Joon-ho n'a pas utilisé les souris, mais des cafards. C'est dégueu. Je suis d'accord, hein, les cafards, c'est un peu plus dégueu. Toi, Thierry, notre petit expert en film sud-coréen. C'est nouveau, ça. Déjà, j'ai cherché des séries de post-apo, parce que je voulais prouver qu'il y avait mieux que Snowpiercer, et j'en ai pas trouvé. Pourtant, j'en ai eu pas mal, hein, mais à chaque fois, je trouve que ça marche pas. Donc, je vais choisir un film, mais je vais rester en Asie. J'ai pris un film japonais, qui est Akira, qui est sorti en 88, et qui est aussi adapté de manga, du coup des années 80. Je trouve qu'il y a les mêmes préoccupations que dans la BD Le Transperce-Neige, à savoir la Troisième Guerre mondiale et l'écologie. Et ici, la Troisième Guerre mondiale a eu lieu, et Akira, ça se passe dans Néo-Tokyo, donc en fait une nouvelle Tokyo qui a été créée. Et les Japonais, ils ont toujours la peur depuis Hiroshima, ils ont toujours le spectre de la guerre mondiale et de la destruction. Ici, du coup, on va suivre Tetsuo, qui se retrouve pris dans une lutte entre des révolutionnaires qui font de la résistance et un pouvoir en place qui manipule une armée qui en fait capture des enfants pour faire des expériences sur eux. Donc ils vont capturer justement Tetsuo, et là il va y avoir des pouvoirs psychiques. Alors il y a du fantastique, il y a du cyberpunk, il y a un peu de tout dans Akira, il y a de la télépathie, de la télékinésie, mais il y a aussi ce côté post-apo qui est très fort puisque la ville n'est pas encore tout à fait reconstruite, et il y a surtout une lutte des classes qui est plus frappante du fait que c'est futuriste, parce que tout de suite le pouvoir s'est élevé, et dans les bas-fonds de la ville, c'est très pauvre. Voilà, ça reste asiatique, il faut juste traverser l'eau pour aller au Japon, et au lieu d'un train, vous avez une moto. Allez-y.
Ouais, moi j'ai toujours pas compris Akira. Il faudrait que je le revoie parce que moi j'avais juste compris que c'était de l'animation pas mal. Il y avait plein d'explosions partout et des super pouvoirs et c'était cool à voir. Mais j'ai toujours pas compris le message d'Akira. Mais c'est plus compréhensible en manga. Je suis d'accord. Et le film est prévu à Hollywood par Taika Waititi, même s'il l'a mis en pause pour faire Thor. Bon. Et il a bien tort. Bon, on sait pas. Akira aura bien le dernier. Le dernier. Oh mon dieu. Ugur, sauve-nous. Oui, je vais dire, la seule série que j'ai vue post-apo, c'était 100, The 100. Bah, en fait, ils envoient sur Terre, parce que au début, ils sont partis à l'espace après ce qui s'est passé sur Terre, et finalement, ils envoient 100 jeunes sur Terre pour voir s'ils vont survivre et s'ils vont pouvoir repeupler, si tout se passe bien. Et finalement, il y a des trucs qui se passent, et j'ai bien apprécié la première et la deuxième saison. Mais après, ça commence à partir en bordel. Ouais, après, ça part en couille, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai pas pu suivre et j'ai arrêté. Et je connais pas d'autres séries post-apo, donc je sais pas quoi conseiller. Et pour des films, il y en a plein, genre Divergent ou... Divergent. Non mais si t'es divergente, franchement, il faut oser, hein, en post-apo, quand même. C'est comme Hunger Games. Ah, bah c'est nul, hein. Et ça, c'est ton avis, Mickaël, d'accord? Chacun a son avis. Mais... Et tu laisses Hugur tranquille. Bah, en fait, moi, je conseille... J'ai pas dit que c'était bien, j'ai juste dit il y a ces films, s'il y a des gens qui veulent voir. T'as le droit de dire que c'est bien si t'as aimé. Bah on va pas faire un catalogue des films nuls, hein, non plus. Hein. On a déjà une série avec Snowpiercer, on va pas faire chier, hein. Ouais, dans ce cas-là, si on a besoin d'un catalogue, on regarde la filmographie de Mickaël, n'est-ce pas, Mickaël? Pas mal. Mais il y a The Givers. Oh non. Mais arrête de dire non, laisse-le avoir son avis, c'est pas possible, c'est quoi cette dictature là? Wilfried, retourne dans ton wagon. Non mais en vrai c'était un très bon film. Sur aussi l'utilisation de la couleur par exemple, moi j'avais trop apprécié de commencer à voir en noir et blanc et que finalement quand il commence à redécouvrir les émotions qu'on essaie de cacher pour éviter de revenir en arrière, des flashbacks, il y a des petits flashbacks où tu te souviens de qu'est-ce que c'était la Terre avant avec les différentes émotions comme l'adrénaline ou la joie, genre c'est tellement beau et tu te dis qu'en fait c'est tellement beau notre monde et je trouvais ça en vrai je trouve que c'est un très bon film et que faut au moins le voir. C'est un très bon livre. Peut-être. Surtout un très bon livre qui m'a conseillé Thierry en fait et je crois que tu en as parlé dans l'émission sur nos livres de science-fiction. Oui, je l'ai mentionné. Dans ce cas-là, je vais essayer de le lire aussi. Hunger Games, il est sorti la même année que Snowpiercer, peut-être un petit peu avant. Et avec le temps, j'ai un peu confondu le discours de Tilda Swinton, qui avec sa fourrure et ses couleurs, chez les grisâtres, avec le discours d'Elizabeth Banks, qui vient faire un discours dans le District 12 et du coup, je croyais que c'était le Tilda Swinton dans Hunger Games. Enfin, bref, j'ai fait une grosse confusion, mais bon, c'est pour montrer que les jeux de couleurs, c'était quand même une super idée. Bah, surtout dans The Givers, c'est pas que les jeux de couleurs, c'est aussi de la musique. Genre, durant une partie, t'as pas vraiment de musique, et après, tu commences à aussi découvrir la musique. Et ça fait partie aussi un peu, comment dire, de notre culture qui nous fait vibrer, tu vois. Et je trouvais ça très bien réalisé et très bien joué avec les différents sens qu'on a et je trouve que c'était une très bonne réussite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Désolé, je sais que vous êtes triste, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Donc pour conclure, voyez le film de 2013 de Bong Joon-ho. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, parce qu'une fois n'est pas suffisant. Surtout après nos commentaires élogieux. Ouais. C'est vrai. La BD est sympa à lire, mais évitez à tout prix la série, parce que sinon, ils osent continuer à faire d'autres saisons, ce qu'il faut éviter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram @LeLosersClub et sur Facebook à la page Le Losers Club. Allez-y, mettre un petit commentaire à propos de cette émission. Et surtout, dites si vous avez aimé que Ugur soit le modérateur. Votez pour moi. Partagez l'émission si ça vous a plu et laissez-nous des commentaires, ça nous fera plaisir. Et à la semaine prochaine dans le Losers Club. Goodbye, au revoir. Bisous à tous. Au revoir les gens, on Terminus, vous aime. tout le monde descend. Pam pam parara.
to Georgie.